Introduction aux tests statistiques. Donc, dans cette leçon, nous allons comprendre pourquoi est-ce que l'on fait les tests statistiques et deuxièmement, les différents vocabulaires employés lorsque l'on travaille avec les tests statistiques. Ce vocabulaire est important à acquérir pour nous permettre de comprendre les différents mots qui sont utilisés. Passons donc directement à la question de savoir pourquoi est-ce que l'on fait des tests statistiques. Nous savons que dans le monde de la recherche universitaire, les chercheurs sont confrontés à des phénomènes complexes et aléatoires. Par exemple, vous pouvez observer que les étudiants qui fréquentent la bibliothèque tard le soir semblent plus stressés que ceux qui le fréquentent en journée. Et vous pouvez donc vous poser la question, est-ce un simple hasard ou alors une réalité générale? Comment le savoir? Les tests statistiques procurent donc cette procédure formelle-là pour savoir si c'est un simple hasard d'échantillonnage ou alors c'est une réalité qui est générale. Prenons cet exemple sport et réussite universitaire. On se pose la question de savoir la pratique régulière d'un sport améliore-t-elle la moyenne générale des étudiants? Pour résoudre cela, on collecte des données auprès de 100 étudiants, à savoir la moyenne académique et les heures de sport par semaine. Et on fait donc la comparaison entre les sportifs et les non-sportifs. On voit qu'il y a un écart de moyenne. Est-ce que cet écart de moyenne est significatif ou alors elle est simplement due au hasard? C'est donc au test statistique de nous permettre de conclure sur cela. Nous passons maintenant au vocabulaire statistique. Premier mot du vocabulaire, population. C'est quoi une population? La population, c'est simplement l'ensemble des individus étudiés, les personnes cibles, ceux qui sont affectés par ou bien touchés par le problème que l'on est en train d'essayer de résoudre. Ça peut être tous les étudiants d'une université, par exemple. Deuxième mot-clé, échantillon. La population étant la plupart du temps très grande, on sélectionne quelques individus de cette population afin de pouvoir les étudier. Ces individus sélectionnés constituent donc ce que l'on appelle un échantillon. Par exemple, au lieu d'étudier entièrement les étudiants de l'université, on va juste prendre 150 étudiants de différentes facultés pour mener notre étude. Un autre mot-clé important ici, paramètre. Alors, c'est quoi un paramètre? Un paramètre, c'est simplement la valeur réelle et inconnue de la population. C'est la valeur qu'on aimerait savoir. C'est par exemple la vraie moyenne de réussite. Par exemple, le vrai temps moyen de sommeil par étudiant ou bien les heures de sport hebdomadaires de chaque étudiant. Un autre mot ici, statistique. La statistique ici, c'est la valeur qui a été calculée sur l'échantillon. Par exemple, la moyenne de nos 150 participants. Donc, le test statistique utilise la statistique de l'échantillon pour estimer si le paramètre de la population correspond à l'hypothèse. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que puisqu'on étudie la population, mais que l'on a sélectionné certains individus de la population, on ne peut donc calculer que des statistiques. Et ces statistiques sont donc utilisées afin de savoir si le paramètre, ce qui est la valeur que l'on veut à la fin, et celle qui détermine notre hypothèse, est-ce qu'elle est donc valide ou bien est-ce qu'elle est donc invalide? Considérons maintenant cette première question, identifier la population et l'échantillon. Un doctorant en psychologie étudie le sommeil de 40 étudiants de sa cohorte pour généraliser ses résultats à tous les étudiants de sa faculté. Alors, quelle est la population ici?
et quel est l'échantillon? Simplement, la population, c'est l'ensemble des étudiants de sa faculté et l'échantillon, c'est les 40 étudiants de sa cohorte. Passons au mot-clé suivant, hypothèse. Premièrement, c'est quoi une hypothèse? Une hypothèse est une proposition ou une supposition provisoire formulée pour expliquer un phénomène. On distingue deux formes d'hypothèse, l'hypothèse nulle et l'hypothèse alternative. Nulle H0 et alternative H1. Alors, c'est quoi l'hypothèse nulle? L'hypothèse nulle, c'est l'hypothèse par défaut. C'est l'hypothèse qui postule qu'il n'y a aucun effet, qu'il n'y a aucune différence, qu'il n'y a aucune relation entre une ou plusieurs variables. Et donc, tout est aléatoire et attribué au hasard. C'est le point de départ, c'est toujours la position du rien ne se passe. La plupart du temps, on cherche à réfuter cette hypothèse pour la rendre improbable, afin d'admettre l'hypothèse alternative. Et elle est formulée avant toute observation. On a un autre exemple ici. Faire du sport n'a aucun impact sur la moyenne des étudiants. Vous vous rappelez notre thème de recherche qui était le sport, impact du sport sur la moyenne des étudiants. Ici, notre hypothèse nulle serait de dire faire du sport n'a aucun impact ou bien aucune influence sur la moyenne des étudiants. Pour dire qu'il y a un effet qui existe ou bien une certaine relation entre les différentes variables. Donc, la logique fondamentale ici, elle voudrait qu'on n'essaye jamais de prouver que l'hypothèse alternative est vraie. Au lieu de prouver qu'il n'y a aucun effet, on va juste prouver que le fait que l'on suppose qu'il n'y a aucun effet est tellement improbable qu'elle doit être invalidée. C'est ce qui se passe en recherche. Donc voilà un exemple ici d'hypothèse alternative. Faire du sport modifie, augmente ou diminue la moyenne des étudiants. Nous passons maintenant à la comparaison de H0 et de H1. Donc H0, H1, nous voyons la posture, aucun effet, aucune différence ou bien aucune relation. D'un autre côté, on voit qu'il y a effet, différence, relation. La formulation, le sport n'a pas d'impact. La formulation de l'autre côté, c'est le sport a un impact. Le statut, une position neutre, aléatoire, tout est lié au hasard. Le statut ici, c'est ce que l'on veut démontrer, que ce n'est pas aléatoire, ce n'est pas un hasard. Si on rejette l'hypothèse nulle, ça veut dire que l'on accepte l'hypothèse alternative H1. Si l'on accepte l'hypothèse H1, ça veut dire que l'hypothèse H0 a été rejetée. Mais comme on l'a dit, on cherche toujours à invalider l'hypothèse H0. On n'essaie jamais de prouver que H1 est valide. Et donc, pour finir, on voit ici notre exemple avec une p-valeur de 0,04 qui est inférieur au taux de significativité ici 0,05 et donc H0 est rejeté et par conséquent directement H1 l'hypothèse alternative est retenue. Nous allons voir tout à l'heure c'est quoi la p-valeur et c'est quoi également le seuil alpha. Comment rejeter, admettre ou alors invalider une hypothèse? Pour le faire, on utilise la p-valeur avec un seuil. C'est la règle d'or. Alors, c'est quoi premièrement la p-valeur? Donc, la p-valeur, c'est simplement
un chiffre calculé par les tests statistiques. Alors, elle détermine la probabilité d'obtenir nos résultats en supposant que notre hypothèse nulle est vraie. Rappelons-nous que les probabilités sont situées entre 0 et 1. Donc ici, si on voit notre espace de probabilité représenté par notre courbe gaussienne, plus P est petit, plus le résultat est improbable sous H0. Donc, au départ, on suppose que notre hypothèse nulle est vraie et on calcule donc la probabilité de cet événement-là. Et l'on sait que en espace de probabilité, plus on se rapproche de 0, plus l'événement est improbable. Donc, ici, donc, on définit donc un seuil. Un seuil qui va nous permettre de dire ou bien de conclure, de statuer sur notre test. Ce seuil est appelé ici alpha ou encore seuil de signification. C'est ce seuil-là qui nous permet de délimiter le hasard et la significativité, c'est-à-dire un résultat remarquable. La plupart du temps, ce seuil est fixé à 5%. Dès le départ, donc avant même les tests, on le fixe à 5%. Et si, à la fin des tests statistiques, on obtient une valeur supérieure à 5%, ça voudrait dire que notre hypothèse nulle est acceptée. Si, au contraire, on obtient une valeur inférieure à 5%, c'est-à-dire 0,05, alors H0 est rejeté. On va donc admettre l'hypothèse alternative. Mini-exercice, interpréter une p-valeur. On a un scénario ici. On est en train d'étudier l'impact du sport et le logiciel SPSS, après calcul d'un test statistique, nous donne une p-valeur de 0,03 et on a fixé le seuil à 0,05. La question est donc de savoir ici, l'hypothèse est-elle retenue ou alors rejetée? Lorsque l'on place notre p-valeur sur une échelle, on se rend bien compte que la valeur 0,03 est inférieure au seuil qui a été fixé. Cela veut dire que le résultat, ou bien alors que H0 est rejeté. Et par conséquent, il y a un effet qui est significatif. Donc, on le voit bien là, le résultat est significatif. Puisqu'on peut affirmer que le sport a un effet réel avec, bien sûr, un risque d'erreur de 5% qui a été fixé. Si l'on avait eu une valeur P égale à 0,07 qui est supérieure au seuil fixé de 0,05, on aurait donc admis l'hypothèse nulle et par conséquent le résultat, ou alors si vous voulez, la différence serait non significative. Donc il n'y a pas de différence ou bien la différence est attribuable au hasard et donc on ne peut pas conclure à un effet du sport sur la moyenne. Nous passons ici au mot-clé suivant, puissance statistique et taille des faits. Commençons par la puissance. C'est quoi la puissance statistique? C'est simplement la capacité du test à détecter un effet s'il existe vraiment. Alors pour comprendre cela, rappelons-nous que l'on étudie une population entière. Mais la population étant la plupart du temps très grande, l'on se réduit à utiliser un échantillon. La puissance ici est donc ce qu'on appelle la vue du test statistique, puisque c'est à partir de cet échantillon que l'on est en train de calculer les statistiques pour tester des hypothèses. Donc,
plus cet échantillon grandit, plus notre vue de la population grandit, et donc plus le test devient puissant. Un autre mot-clé ici, taille d'effet. Alors, c'est quoi la taille d'effet? Donc, on peut calculer un test statistique et trouver qu'il est significatif. Mais est-ce qu'il est vraiment important en pratique? Est-ce que la différence est réellement importante dans la réalité? Par exemple, le sport peut augmenter la moyenne de 0,01 point avec P égale à 0,001. Si on compare au taux de significativité de 0,005, on voit que l'hypothèse nulle est rejetée. Et donc, il y a relation, c'est significatif, le résultat est significatif. Mais en réalité, cela n'a pas un impact ou bien un intérêt pratique. C'est donc cela que la taille d'effet essaye de tester, essaye de jauger. Cela indique si la différence est importante concrètement et pas juste statistiquement. Donc, les facteurs faisant augmenter la puissance sont la taille de l'échantillon, donc on a vu cela, puisque la puissance est encore la vue, plus l'échantillon est grand, plus la puissance du test statistique sera donc grande. La taille d'effet réel, on a également la variabilité et on a un seuil alpha plus grand. On peut monter à des taux de 10%, à savoir 0,1. Nous passons maintenant à notre mini-exercice. Formuler l'hypothèse H0, l'hypothèse nulle. Un chercheur veut tester si un nouveau programme de tutorat change les notes des étudiants. Quelle est l'hypothèse nulle du chercheur? Réponse incorrecte serait de dire le tutorat améliore les notes. Rappelons-nous, une hypothèse nulle est une hypothèse neutre qui dit qu'il n'y a pas d'effet, qu'il n'y a pas de relation, rien, que tout est dû au hasard. Donc, une meilleure approche serait donc de dire le programme de tutorat n'a aucun effet sur les notes, puisque H0, l'hypothèse nulle, postule pas d'effet ou bien pas de relation. Donc, comme je le disais, l'astuce ici, c'est de se dire que H0 veut dire aucun effet, aucune différence, pas de changement, pas de relation. Or, que H1, qui est l'hypothèse alternative, postule le contraire. Nous avons un deuxième exercice ici. Comment décider avec un seuil de 0,01? Rappelons-nous, pour décider, on a besoin de la p-valeur et comparer avec un seuil qu'on a préalablement fixé. Donc, on compare le stress des étudiants en droit contre le stress des étudiants en médecine. On fixe le seuil de significativité à 0,1%. Et SPSS donne une p-valeur de 0,3%. Est-ce que H0 est admis ou alors rejeté? Là est la question. Premièrement, on trace notre droite là, notre échelle, on place notre seuil alpha et on place notre p-valeur. On se rend compte que la p-valeur ici est supérieure à alpha. Et elle est donc dans la zone de non-significativité. Elle est donc dans la zone où l'hypothèse H0 est acceptée.
On va donc dire rejetez-vous H0? Eh bien, non, puisque la p-valeur dépasse alpha qui est le seuil, on ne peut pas rejeter H0. La deuxième question, est-ce que les résultats sont significatifs à 0,01? Eh bien non, puisque H0 étant validé, le résultat ne peut donc pas être significatif. On ne peut donc pas conclure qu'il y a un effet significatif ici. Mais puisque si le seuil avait été 0,05, notre résultat aurait été comment? Significatif. On a donc ici une notion clé. La significativité dépend du seuil alpha choisi. Si on avait un seuil de 0,05, 0,03 étant inférieur à 0,05, alors le résultat aurait été significatif. Mais puisque notre seuil a été fixé à 1%, c'est-à-dire 0,01, alors nos résultats ne sont pas significatifs. Donc, on peut jouer sur le seuil afin de changer la significativité. Nous venons ainsi de terminer avec cette partie. Dans la suite, nous verrons les différents types de variables, comment elles sont organisées et comment reconnaître ces différents types-là.